J'ai un client qui a perdu les accès à son site web, à son hébergement, à son nom de domaine aussi. Il est paniqué. Je comprends. Il a besoin de faire des changements. Il sait pas du tout comment s'y prendre, qui contacter, etc. Comment on fait dans ces cas-là? Bah déjà, la question, est-ce qu'il les a déjà eu, ces accès? Parce que tu dis, il les a perdus. Donc, ça veut dire qu'il les avait, il les a perdus. Ou est-ce que c'était, par exemple, son agence, son programmeur interne ou externe qui avait fait toutes les démarches et il lui a jamais communiqué les accès? Est-ce que tu as cette information ou pas? Alors, j'ai plusieurs cas de figure, en fait. Parce que c'est pas la première fois que ça arrive, donc tant qu'à y être. J'ai un client qui ne s'entend plus avec son agence. Et que il n'a pas accès, enfin il arrive pas, son agence ne veut pas forcément lui donner les accès, il lui répond pas. Classique. Voilà. Et j'en ai un autre qui a racheté une compagnie et en fait la personne précédente a perdu les accès. Enfin ils sont. Ouais. Voilà. Il y a une raison pour laquelle l'entreprise a été vendue. C'était pas forcément leur force. Bref, on s'en fiche de pourquoi, mais par contre ils n'ont pas été capables de redonner les accès au site web à ce client. Bon, il y a plusieurs solutions, on va dire, pour le premier, qui est en conflit avec le programmeur ou avec l'agence. C'est sûr que, même si c'est son site web, à partir du moment où le site, il est hébergé, par exemple, sur le serveur de l'agence, et que donc l'agence loue un serveur chez la compagnie d'hébergement, eh bien, ton client n'est pas client de la compagnie d'hébergement. Il est client de l'agence qui elle-même est cliente de la compagnie d'hébergement. Donc, ça va être compliqué, même s'il sait où est-ce que son site est hébergé. Il peut utiliser par exemple le site internet, tu sais le nom du site Whois. Whois, exactement. Il met le nom de domaine sur Whois, il appuie sur entrée et normalement il a les informations sur qui a acheté le nom de domaine, où est-ce que le site est hébergé. Normalement, c'est sûr que si l'agence est passée par Cloudflare, ça brouille un petit peu les pistes, donc c'est pas 100% sûr, mais la première étape déjà selon moi, c'est d'aller regarder sur ce site-là. Une fois qu'il sait, il peut contacter l'hébergeur. Mais l'hébergeur risque de lui dire, bah oui, je comprends. Votre site est hébergé chez nous, mais vous n'êtes pas client. Donc, je le mentionne, mais il faut pas s'attendre à des miracles non plus là-dessus. La seule, selon moi, solution, c'est de dire à l'agence ou au programmeur, écoute, si tu me donnes pas accès à mon site, je vais t'envoyer une mise en demeure, je vais commencer des procédures judiciaires parce que il ne pourra pas obtenir les accès comme ça nécessairement parce que ils ne lui appartiennent pas entre guillemets si c'est l'agence ou le programmeur. Pour ce cas de figure-là. Le deuxième, il a racheté une entreprise et en fait, l'entreprise n'était pas full organisée. En tout cas, ils n'ont pas les accès au nom de domaine, au site web, etc. Ils savent pas nécessairement qui l'a fait, où c'est. En tout cas, le client se retrouve là, il a acheté un site quelque part, mais pas de moyen en fait d'y accéder. Bon, pareil, ça va être problématique parce que je vais quand même rappeler les bases, entre l'intérêt du nom de domaine. Pour expliquer, le nom de domaine pointe vers un serveur, les accès WordPress, par exemple, donc nom d'utilisateur, mot de passe, et les accès à l'hébergeur. Bon, si, par exemple, le client a au moins des accès WordPress, donc il a accès au back-end de son site, on peut migrer son site sur un autre serveur, même s'il n'a pas les accès au serveur. Par contre, ça nous prendra quand même les accès au nom de domaine pour dire sur le registraire, à partir de maintenant, ce nom de domaine ne pointe plus vers ce serveur, mais il pointe vers ce nouveau serveur. S'il a accès à rien, ça va être compliqué là. Ça veut dire, j'espère vraiment pour lui que, en utilisant un service comme Whois, il va être capable au moins d'identifier où est-ce que le nom de domaine a été acheté, parce que même chose, ce nom de domaine, est-ce que c'est lui qui le payait à chaque année? Est-ce qu'il peut contacter sa banque pour savoir? Parce que si c'est même pas sa carte de crédit qui passait, est-ce qu'il a la possibilité de retrouver dans ses factures, parce qu'il a peut-être été facturé à un moment par le prestataire, logique, ce fameux nom de domaine, une fois par an ou quoi. Donc, il faut qu'il fasse ce travail d'investigation pour essayer d'identifier à un moment ce nom de domaine ou cet hébergement. Il le payait. Qui paye directement la compagnie d'hébergement ou qui paye un prestataire, ce prestataire lui revendait ça. Donc, il faut qu'il retrouve les factures pour essayer de voir, qui me facturait le nom de domaine et qui contacte encore une fois cette personne-là. De toute façon, alors c'est sûr que si c'est l'agence qui payait le nom de domaine quelque part, ça peut lui appartenir. Donc, je pense que ce qu'on peut rappeler aussi simplement, c'est que la base, c'est que les choses appartiennent au client. Donc le client, il doit acheter lui-même son nom de domaine et donner accès. Ça, c'est les bonnes pratiques. On va juste parler des bonnes pratiques aussi, que ce soit des campagnes, là on parlait du site web, mais même pour des campagnes Google, Facebook, tout ce qui concerne un site web doit appartenir au client.
tous les accès doivent être faits au nom du client et c'est lui qui donne ensuite les accès aux différentes personnes. Il doit payer pour son nom de domaine, super important, parce que c'est ça qui prouve qu'il est propriétaire. Parce que moi, ce que j'ai vu aussi à plusieurs reprises, c'est que on a des clients qui sont mal pris, des agences, des programmeurs, etc., qui ne vont pas vouloir collaborer. Ouais. Alors, justifié ou pas justifié, hein, parce que on pourrait penser, bah tiens, les agences, ce sont les méchants. Non, c'est juste que parfois, bah il y a des conflits. Enfin bref, on va pas rentrer dans le détail de pourquoi ou est-ce qu'il faut ou pas donner les accès. Peut-être le client n'a pas payé ses factures. C'est pas une raison pour garder ses accès. Bref, il y a plein de cas. Mais dans un cas où la situation est complètement bloquée, le client il ne va pas avoir le choix que de recommencer tout à zéro et peut-être même se faire concurrence à lui-même en laissant le site en ligne et en devant reconstruire un nouveau site. Et c'est ça, et c'est pour ça que c'est dramatique et que je dirais, enfin moi, de mon point de vue, on me dira si t'es d'accord avec moi, mais le minimum à avoir, c'est l'accès au nom de domaine. Parce qu'au pire des cas, on refait un site web, ça peut coûter cher, hein, ça peut coûter des milliers de dollars, des dizaines de milliers de dollars, dépendamment du site. Mais au moins, on peut faire un nouveau site et y associer le nom de domaine. Exactement. Que si on n'a pas le nom de domaine, bah là, on est bon pour reprendre un nom de domaine, donc on doit refaire le nouveau site dans tous les cas, et là reconstruire toute la notoriété de marque, de SEO, etc., etc. Bah, c'est pour ça que pour moi, je tiens quand même à préciser que c'est très très rare les cas où ça arrive de devoir se rendre jusque là, parce que si t'es prêt à dépenser 10, 15, 20 000 dollars dans un site internet et la même chose, voire plus dans ton marketing, t'as les moyens d'engager des poursuites judiciaires avec un avocat qui va justement envoyer une mise en demeure à l'hébergeur pour dire « Attendez, dites-nous au moins qui est le payeur de ce nom de domaine » parce que l'hébergeur, il le sait. Le problème, c'est si, encore une fois, en fait, on sait même pas où est hébergé. Exactement, parce que parfois, ça arrive que, bah tiens, en fait, c'est mon neveu qui a créé mon site web, ou enfin, je sais pas qui. Bah normalement, le neveu, t'es capable de... Okay, en fait, mais parfois, il y a des gens, c'est, ok, oui, j'ai demandé à quelqu'un, il y a 10 ans, de créer mon site web, j'ai plus vraiment de contact avec cette personne-là, elle est partie vivre en Thaïlande, enfin, j'en sais rien. Puis finalement, c'est pas si simple, où la personne ne répond simplement plus, en fait, et il y a aucun moyen de la contacter. Bah ça, c'est très compliqué. Honnêtement, là, c'est extrêmement compliqué. Bon, c'est quand même un cas aussi isolé. Encore une fois, tout le monde part pas en Thaïlande sans donner de nouvelles ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est des cas très, très précis. Mais dans tous les cas, il faut absolument identifier la personne, la dernière personne, et lui mettre un coup de pression juridiquement. Généralement, ça fait bouger les choses quand on doit se rendre jusque-là, parce qu'encore une fois, sinon, pour ton client, c'est facilement 10, 20, 30, 40, 50 000 dollars qu'il va devoir mettre sur la table pour repartir à zéro, sans parler du temps et de l'énergie. Donc, autant mettre 1/10 de cette somme dans une mise en demeure et normalement, ça débloque. Même la mise en demeure, je trouve que c'est un cas un peu extrême. C'est-à-dire que dès que tu commences à dire à quelqu'un je vais entamer des procédures juridiques, il faut savoir que si la personne, elle détient l'accès au nom de domaine ou à l'hébergeur, ça lui prend 10 minutes de te donner accès. C'est d'ailleurs pour ça que j'encourage pas les gens à payer soi-disant une procédure chez le programmeur parce que le programmeur explique que ça prend du temps. Non, ça prend 10 minutes. Donc encore une fois, il faut mettre un coup de pression puis récupérer les accès. Parfait, merci beaucoup. De rien.